C'est pas parce que tu es au chômage que tu manges du pain sec. Alors, il n'est pas sec, j'ai encore un petit bout de... Il y a encore... Alors du jambon, t'en veux pas? Non. Donne-moi un petit bout de pain sec. Non, mais il y a du bon gruyère là. J'en tiens un petit gros bout de bon. Voilà, tu vois, je me suis trouvée parachutée par l'intermédiaire d'une de mes sœurs aînées qui connaissait une famille de bourgeois, qui cherchait quelqu'un, une bonne. Mais tu vois, ces gens-là, comme ils avaient vachement le moyen, très bourgeois, il y avait un jardinier, une cuisinière et une femme de chambre. Ah ben comme moi. Mais tout ça. Alors ils m'ont embauchée comme femme de chambre. Bien chauffeur encore, moi. Mais tu vois, c'était pour m'apprendre à travailler. Oui. Mais vraiment, je t'ai considérée comme quelqu'un à qui fallait apprendre à travailler. Le matin, j'arrivais. Qu'est-ce que je trouvais à l'office? La pile de chemises, complètement comme ça ouverte. Parce que le col n'était pas assez bien passé. Il y avait un petit pli ou la chemise, toi, c'était pas bien. Non, mais... J'aurais voulu que tu saches avant d'avoir commencé. Ouais, que tu te rends compte de s'arrêter à des trucs pareils? Ben, moi, tu sais, moi, 13 ans. Je suis arrivée un soir, il pleuvait à torrent. Hein? Et j'étais chez une comtesse dans un château, moi. Oh, j'arrive avec mon petit panier en osier. Tu sais, ces anciens paniers où il y avait une tringle, là. Ben, c'était ça. Une serviette valise. Allez, je tiens un mouchoir à la main. Quand je suis arrivée, j'étais habillée à fond. Pourquoi? Un mouchoir à la main pour qu'on me reconnaisse. Parce que je ne savais pas où j'allais, moi. Oh là je suis allée là. sans mes parents. Toute seule comme ça? Toute seule, oui. On m'y a mis dans le car et puis... Ah ben, dis donc, t'as fait du chemin, hein, René. Malheur de Dieu. Et les Hauts-Doubs ont leur nom rattaché à l'horlogerie. C'est 112 000 travailleurs et leurs familles qui vivent de cette activité. C'est dire que la situation des travailleurs est totalement soumise à l'avenir de cette branche. On parle aussi beaucoup de restauration, ce qui veut dire chômage, ce qui veut dire aussi, là je comprends pas, 1 200 000 de chômeurs. Oui, moi je pensais quand même qu'avec ce qu'on avait vécu, on avait vraiment quelque chose à raconter, à dire, mais enfin, moi je me suis surtout, j'ai surtout parlé de mes conditions de travail, enfin des conditions de travail chez Libre, quoi. Pour moi, je pense qu'on avait eu des problèmes, on avait eu un tas de problèmes, il se trouvait que c'était toutes des femmes qui n'avaient pas les mêmes problèmes, mais enfin, on pouvait quand même réunir tout ça pour faire quelque chose d'intéressant, puisque il y avait des femmes qui avaient eu des problèmes avec leur mari, il y en avait d'autres qui avaient des problèmes dans l'entreprise pour des classifications, pour un tas de choses comme ça. Et il nous a semblé que c'était bien d'écrire tout ça, en fait. Finalement, dans la lutte,
on a beaucoup appris, hein, beaucoup parlé, beaucoup compris de choses, et puis on retombe vite on est vite retombé avec la rentrée dans la tranquillité. C'est être humain, je pense que ça doit être comme ça. On va pointer, hein? Oui. Oh ben moi j'ai fait mon numéro alors. Tout d'abord je m'en fous, je ne vais jamais pointer de ma vie. Tu crois que le matin tu vas jamais pointer? Tu crois que tu vas tenir longtemps? Oui. J'ai bien tenu pour le carnet toute seule. Alors si tu le fais, moi je le ferai aussi. Ah bon? Ça, on sera déjà deux à le faire. Moi je pointe pas, je vais dire. Toi tu vas dire je pointe pas non plus, les autres dire. Moi je pointe. Bon ben les bonnes résolutions, elles n'iront pas plus loin que là. Oui, mais moi je pense qu'on sera pris aussi, nous aussi, en contradiction, parce que je me souviens qu'au conflit dernier, qu'est-ce qu'on a vu dans tous les journaux de la France entière, je suis sûre même à l'extérieur, on a vu victoire chez Libre, qu'est-ce qu'on a vu en photo? Le premier ouvrier qui repointait, pour lui qui s'est fait filmer, je suis sûre qu'il était vachement content et que c'était un honneur pour lui. C'était formidable pour moi de rentrer dans l'usine, enfin, on avait quand même gagné. Hein. Et puis petit à petit, bon, ben, il s'est trouvé que, je sais pas, il y a eu des gens qui nous ont vraiment déçus, des chefs, la promotion, le climat, je sais pas, il y a eu pas mal de trucs qui ont fait qu'on a vraiment été déçus. L'ambiance dans les ateliers, les chefs qui essayaient de revenir des chefs. Surtout, moi, je l'ai senti surtout en dernier, là, quand j'ai tombé dans ce service, parce qu'il y avait vraiment des minables qui voulaient passer pour des chefs et puis qui étaient vraiment des dégueulasses folles. Ils étaient vraiment écœurants. Moi, je ne pouvais pas supporter de m'absenter 5 minutes et puis de retrouver un chef à ma place. Enfin, un chef, c'était même pas un chef. C'était un gars qui voulait devenir chef et puis qui prenait ma place pour me faire sentir qu'il avait travaillé pour moi pendant que je n'étais pas là. Alors ça vraiment, je pensais que ça n'aurait pas dû être pareil après la lutte de 73. Madame André, il me semble que vous dissipez beaucoup la galerie, là. J'aimerais bien voir votre production. De quel droit vous permettez de me faire des réflexions de ce genre, madame? Parce que je suis passée directrice de la production. C'est une blague ou quoi? René. Mais non. Ben mais, alors là, une chose que je ne ferai pas, même que vous soyez passée directrice, je vous appellerai toujours René. Par exemple, comment vous êtes arrivée à être directrice? Eh bien, parce que j'allais souvent dans le bureau là en face. Ah oui. C'est par là la promotion. Il me semblait bien. Par là. Pourtant, je croyais qu'il fallait avoir fait ses preuves ici pour arriver à un certain poste. Je les ai faites, c'est OS2. Vous voyez le résultat de mon bon travail? Ah oui, mais ça monte. De ma conscience. Ah, mais c'est comme ça monte un peu quand même trop vite. De toute façon, ne vous occupez pas de ce que je fais, travailler. Ah, mais d'abord, j'en ai assez, tiens. Oh, je veux que j'ai le temps d'aller 10 minutes de poser. Je mets la machine en route. Et que ça vous plaît, non? Madame la directrice. Mon travail, ça consiste à donner une forme aux pièces qu'on met dans la machine. Mais cette machine-là, pour moi, c'est la plus dure de l'atelier. Au bout d'un an, j'avais presque pris l'habitude, mais au démarrage, j'avais peur. Enfin, j'avais pas tellement peur de me couper les doigts. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était les ris, c'était toutes ces choses qui fonctionnaient là, puis ce bruit, puis ça m'impressionnait. J'avais le cœur qui battait la chamade de tout ça, j'avais peur que ça me tombe dessus, parce que j'ai jamais travaillé là-dessus. Mais moi, par exemple, parce que je travaillais sur ces machines, parce que je travaillais dans l'huile, parce que, si tu veux, ça diminue les gens de travailler là-dessus. Ça t'amoindrit, moi, je faisais tout l'opposé, je me faisais toujours plus belle, je me coiffais bien, Et ça, ils en prenaient conscience, parce que je me rappelle une fois, on avait eu des discussions avec le directeur, là, de la suite de production, l'autre directeur, parce qu'il y en avait 7 ici. Donc, alors je disais, moi, vous me mettriez dans l'huile jusque-là, jamais vous ne m'avilirez, parce que je me redresserai toujours autant qu'une femme de bureau. Et puis de toute façon, tu vois, quand je travaillais là sur ma machine, j'étais venue poser des affiches, alors j'avais toujours les mêmes patrons, moi, devant moi. Tu vois, un jour, ça m'a obsédé, ça. Puis je voyais ces beaux ongles à côté des miens. J'avais même écrit sur l'ongle, là, vous avez de beaux ongles, monsieur, pas comme les miens.
les miens, tu vois, j'en ai plus. Voilà la déclaration qu'on a l'intention de dire à tous les conseillers. Il faut que vous sachiez qu'il y avait 806 travailleurs libres au chômage à Besançon. 46 ont trouvé un emploi, et parfois très loin d'ici. L'agence de l'emploi en a placé 15 sur ces 46. Il faudrait 12 ans pour régler le problème de l'emploi. C'est connu depuis des mois. Ce n'est pas une surprise, comme la sécheresse dont vous avez beaucoup discuté ici, ou la grêle. Et pourtant, rien ne se prépare, rien n'est proposé. Ce que nous voulons, c'est obtenir absolument un droit de parole au sein du Conseil régional et de faire les propositions des travailleurs. Ces 48 heures sont importantes, ça veut donc dire que cet après-midi, eh bien, on y est mobilisé. La bataille, elle est de 48 heures. Elle est de mercredi et de jeudi. C'est pas vendredi qu'il faudra manifester. Il faut donc venir. Et là encore, on fait un appel à tous ceux qui ne croient pas aux manifestations. Il y a des jours, il y a des moments où c'est important d'être présent. Je les ai vus! Je les guette! Oui, à une solution. Ah, qui nous touche! Ah, qui nous touche! Ah, qui nous touche! Hein? À une solution. Non. J'en ai resté, hein? Oui, à une Il y en a un que j'ai repéré. Je lui dis que Michel et moi. Je l'ai repéré, celui-là. Je le connais. C'est un salaud. Oui, des flics. Je le toucherai, moi. Des flics. Ils m'en font pas plus qu'ils m'en ont déjà fait. Non. Des flics. Des emplois. Des flics. Oui. Il baisse la tête, il a honte. Parce qu'il m'a bien reconnu. À une solution. Non. À la répression. Il peut la baisser, sa tête. Non. À la répression. Oui. Il est photographié pour moi. Miracle, la porte s'est ouverte. Répondit l'écho. Mais je m'en fous, moi. Je m'en fous. Mais viens me foutre un coup. Au moins, non, Viens. Oui. T'as raison. Parce que j'en ai à foutre, moi j'ai rien. Dégoûte, hein. Il y en a un, là, il nous suit tout partout. Tout partout, il est là. Il faut se faire entendre, c'est-à-dire crier. Et à force de crier puis de le dire, tu comprends bien que c'est pas parce que on aime crier. Non, bien sûr, oui, c'est bien. Il semble que c'est manquer de dignité d'aller hurler des slogans comme ça et je ne sais pas. Oui, c'est manque de dignité, c'est vrai qu'on en manque de dignité. Puisque tu n'es plus qu'une gueulade, si t'es mieux. Mais je sais que c'est dur d'aller dans la rue. Ne crois pas que moi, je ne suis pas comme ça, tu sais bien que je n'aime pas faire la guerre, moi non plus. Moi, je n'oserais pas. Je serais peut-être entraînée avec toute la masse, Voilà. je le ferais. Mais ça serait dur pour moi de m'y lancer. Cette semaine, quand on est allé au palais de justice, on est entré dans le palais de justice, on criait plein de choses. On le criait parce qu'on voulait vider notre colère. On n'avait pas mérité ça, on voulait ça. Mais après, il y avait des jeunes, des hommes, il y a des hommes, des femmes, plein. Mais il y avait des hommes. Cependant, des hommes, c'est quand même plus... Ils étaient blancs comme la soucoupe, là, figure-toi. Parce que ça ne doit pas se faire si t'es mieux. Si tu gardes ta tenue, ta dignité, ça se fait pas, ça. Mais on sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais aussi, il y avait des femmes qui se sont assises par terre, comme moi, puis qui pleuraient. C'est bien de manifester, mais je pense qu'il faut, comme la maman, il faut en avoir le courage. Moi, il me semble que je pourrais pas. Je pourrais aller demander, je pourrais aller dans un bureau voir monsieur le préfet, puis lui parler, lui dire, mais manifester, crier des slogans comme vous avez crié, là, Bozio, puis ça, il me semble que je pourrais pas. Mais toi, tu dis que tu n'oserais pas, mais je sais que tu oserais. Tu n'oserais pas, que tu dis, parce que tu n'es pas devant le fait accompli, que tu as derrière toi un mari qui te protège, tu t'en rends pas compte de ce que c'est dans ta vie. Mais figure-toi que tout d'un coup, tu sois toute seule.
sans travail, sans argent, sans parents pour t'aider, t'aurais peur. Vous avez pu voir, regarder, acheter un certain nombre de productions. Aujourd'hui, c'est dans la rue que nous vous remontrons ces productions et que nous vous invitons à les regarder et à les acheter. Vous avez là des assiettes décorées, des jeux du chômage qui ne sont rien moins que de démontrer par le jeu les mécanismes du chômage et la lutte des travailleurs dans une entreprise en occupation. Affaire vous casser. Cet après-midi, tous les garçons qui sont là, ils vont rentrer chez eux, sauf un ou deux qui n'ont pas de car, mais sinon ils rentreront chez eux. Et les filles, pendant ce temps-là, vont aller travailler en couture ou en cuisine. Quoi ? En cuisine. Et puis, à côté de ça, le mercredi matin, par exemple, les garçons travaillent seulement un mercredi matin sur 4. Hein, c'est ça ? Vous avez atelier de bois. Un mercredi par mois. Et les filles, c'est 2 mercredis par mois. C'est ça ? Où elles ont, c'est cuisine et couture. Cuisine. Il y a là-bas René et puis Christiane, qui sont 2 ouvrières de LIP. Alors ça, je vous en ai parlé. Les ouvrières de LIP, qui c'était? Qu'est-ce qu'elles avaient fait à LIP? C'était très important que des ouvrières puissent venir, d'une part, voir comment ça se passe, et puis aussi dire ce qu'elles vivent, dire ce qu'elles savent. Hein? Moi, par exemple, avant d'entrer à l'usine chez LIP, j'avais jamais travaillé en usine. On m'a mis sur des petits tours. C'est beaucoup moins gros que où travaille René, mais c'est dangereux quand même parce que sur les petits tours, il y a moins de système de sécurité encore que sur les grosses presses. Alors cette presse-là, c'est une presse, ça s'appelle une presse, cette machine, c'était la plus petite du groupe de presse où on travaille. Alors elle était faite pour faire le fond d'un boîtier, c'est-à-dire l'envers de la montre, il y a dessous là. Alors, on met sa pièce là, l'ouvrière elle est devant, elle met sa pièce là, ça s'appelle la matrice là. Puis là c'est le poinçon, c'est-à-dire c'est un outil qui est fait en fonction du travail, de l'opération qu'on doit faire. Si on doit lever les bords, bon ben c'est fait par les mécaniciens. Alors on met sa pièce là, et en bas, par terre, il y a des pédales. C'est là qu'il faut faire très attention parce que il faut pas laisser sa main, il faut mettre la pièce très vite, ça descend et enlever son pied. C'est surtout ça qu'il faut aller très vite, c'est dangereux. Puis là, il y a un petit compteur qui enregistre toutes les pièces qu'on a fait, parce qu'il en faut faire beaucoup pour produire beaucoup. Alors, c'est là que si on en fait 1000 ou 2000 ou 3000, c'est là qu'ils nous disent si on n'en a pas assez fait, il faut en faire beaucoup. Ils avaient parlé d'un ouvrier qui s'avait écrasé la tête sur une presse. C'était où ça? C'était chez Japy. Chez Japy? Oui. S'il y en a d'autres qui connaissent des exemples comme ça, soit leurs parents m'ont parlé en revenant de l'usine un jour, des choses comme ça, est-ce qu'il y en a? Il y en a un, il a oublié d'enlever la décompression, je crois. Puis l'autre, il est venu voir, et puis il a pris le truc rond, il l'a pris juste là. C'était où? Avec des films? Oui. C'est mon père qui me l'a dit. Mais c'est vieux ça? Non? Récemment? Non, c'est déjà vieux ça. Il est à l'hôpital, je crois, 2 ans de temps. Il connaissait plus rien. Il mangeait les oranges avec la peau, tout, les bananes, tout. Puis après, ils ont réussi à le rééduquer, puis maintenant... Non, lui, c'est pas, parce que t'as jamais eu de parents qui étaient au chômage? Non, encore pas. Encore pas, tant mieux. Ça peut arriver, oui, même aujourd'hui, ça peut arriver. Oui, mais parce qu'il se rend compte qu'il y a plein de gens qui y sont, tu te rends compte de ça. Tu te rends bien compte que tous ces gens qui n'ont pas de travail, c'est quand même pas que des feignants. Non. Hein, malgré qu'on dit les gens au chômage, c'est des feignants. C'est faux, ça, absolument faux. Quand on te jette dehors, tu es un chômeur. Bon. C'est ma gosse à moi, maintenant que je suis licenciée et que je suis une chômeuse, jamais elle penserait que sa maman c'est une feignante. D'abord parce quand on est gosse, on n'aurait jamais envie de penser que sa maman ou son papa c'est un feignant. Déjà, il y a ça. Et puis d'autre part parce que c'est vrai. C'est pas parce que je suis une feignante que je suis au chômage. C'est parce qu'un patron a décidé de me licencier. Comment?
C'est des gros richards. C'est des gros richards. Voilà, ils ont beaucoup d'argent. Voilà. Ils gardent tout le truc. Et puis, Voilà, ils ont beaucoup d'argent, eux. Ben, tant pis toi si t'as pas du pain sec. Tous les voiles, Il y en a qui se sont suicidés parce qu'ils Voilà. étaient au chômage. Hein. Voilà. Je me souviens que je me sentais très mal dans ma peau quand j'avais par là 14 ans. Je sentais que tant que j'allais à l'école, eh ben j'étais supportable. Mais du moment que j'avais plus besoin d'aller à l'école, c'était terminé. Et puis c'est pour ça aussi que ça me donne à réfléchir avec la gosse. Par rapport à ses études par exemple, ben déjà rien que quand elle me montre ses cahiers de notes tous les mois. Bon ben normalement ma première réaction ce serait de regarder son cahier, ses notes, si ce mois-ci elle a mieux travaillé que le mois d'avant, si c'est la meilleure note en maths, des trucs comme ça, et puis je me dis, mince, d'abord flûte, après tout, c'est pas un bon réflexe c'est pas un bon réflexe de tout éplucher son cahier comme ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis peut-être un peu la maman flic pour elle, la maman qui va la punir si ça va pas, si elle a pas bien travaillé. Alors je suis toujours en contradiction avec moi-même, parce que je me dis, bon ben, flûte, je réfléchis toute seule comme ça, puis je me dis, oui, mais mince, il faudrait peut-être qu'elle travaille mieux, si elle veut y arriver, si elle veut pas redoubler, si elle veut passer je sais pas, son brevet, si elle veut pouvoir continuer les études un peu, pour peut-être ne pas se retrouver au Ouest un jour, comme sa mère. Puis alors après tout de suite j'ai plein d'autres choses qui me viennent dans la tête, parce que je me dis, mince, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, se retrouver au Ouest? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que ce que tu fais toi, tu ne le trouves pas bien, tu le trouves dégradant toi-même, alors que tu sais que le boulot que tu fais c'est dégradant, mais c'est quand même un travail noble, enfin c'est quand même... je sais plus. Le conflit ne permet d'exprimer que le problème de l'emploi, mais tout ce qui se greffe à côté, c'est-à-dire tous les conflits qui naissent à travers le problème de l'emploi, sont très difficilement exprimables. Parce qu'en fait, je dirais à la limite, ça serait un vaste psychodrame de gens qui ont des tas de choses à dire, qui ont vécu des tas de choses, dont l'expérience pèse. Et ce serait fort intéressant d'ailleurs qu'on puisse exprimer toutes ces choses. Et le syndical, lui, ne peut pas, parce qu'il a un objectif précis, c'est d'amener la revendication à la victoire. J'insiste beaucoup en disant que la contestation de la pratique syndicale, elle a commencé par des jeunes et par des hommes. Par des hommes, là, parce que la pratique syndicale, elle était ce qu'elle était, elle a été très fortement contestée. Et la contestation femme est venue dans un deuxième temps, elle a commencé par être faible, et ensuite elle a pris une certaine importance, une certaine force, effectivement, probablement après 73. Hein. Le prestige était représenté que par des hommes et qu'il y avait très peu de femmes dans la section. Alors déjà, on faisait la bataille d'aller chercher des femmes dans les ateliers pour les amener dans la section syndicale. Et puis ces femmes n'arrivaient pas à s'exprimer. Et quand elles s'exprimaient, on les écoutait vraiment d'une oreille distraite. Hein. Bon, on écoutait poliment, puis après on passait à autre chose. Je ne crois pas que ça allait plus loin. Je peux pas croire ça de toi. C'est quelque chose de toi, je peux pas le croire. Dans la section, quand on doit discuter ensemble, on pose que les problèmes publics, quoi. Enfin, les problèmes... On pose jamais le... Je sais pas, pourquoi tu ris? Tu poses des problèmes simplement en termes libérateurs. Et je crois que c'est deux façons de poser les problèmes, et c'est deux instances différentes. La section syndicale, elle a pour but d'arracher quelque chose à un patron, or que le groupe PAM, il a beaucoup plus le but de se libérer soi-même d'un certain nombre de choses. C'est pas mal d'être affectif. Non, mais... Je sais pas, je l'ai ressenti comme ça. Ça m'a fait beaucoup prendre conscience, évoluer,
que j'entende parler, puis qu'il y ait autour de moi la naissance d'un groupe femmes, parce que c'est différent d'une bataille qu'il doit y avoir pour les femmes dans une section syndicale. C'est-à-dire un groupe femmes, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus détendu, je pense. On sait très bien que la façon de poser les problèmes, eh bien les jeunes ne la posent pas de la même façon, parce qu'on a l'habitude, beaucoup plus en tant qu'individu, de poser les problèmes avec ses tripes plutôt qu'avec sa cervelle. Et quand on entre dans une section syndicale, ce qu'on demande, c'est de laisser ses tripes dehors et puis de raisonner. Les hommes ne demandent pas mieux qu'on soit organisés entre nous et qu'on ne leur pose pas de problèmes dans les sections syndicales. C'est-à-dire qu'à Besançon, ils nous ont dit, il y a des problèmes de femmes annuels, eh bien organisez-vous entre femmes. Par exemple, il y a le problème de l'avortement qui est posé, de plus en plus. Faites une commission femmes, parlez-en, et le jour où vous serez prêtes, eh bien nous en débattrons en AG à l'UL. Et finalement, il y a toujours eu des réunions femmes, et à chaque fois qu'on arrivait et qu'on pensait que c'était important d'en débattre, en AG à l'UL, eh bien on arrivait, il n'y avait pas aucun bonhomme, quoi. On se retrouvait contre les convaincus, et les hommes se sauvaient, quoi. Dans les ateliers, ce sont toujours les hommes qui sont les chefs, c'est toujours les hommes. Oui, on est toujours bridé par l'homme. Et la femme dans son foyer, qui est-ce qui l'empêche de bouger? C'est son mari, c'est les gosses, c'est le travail. Les femmes sont jamais libres, pour dire. Moi, je crois que c'est là la mésentente, tu vois. Hein? Ils ne voient pas les luttes de la même façon que nous. Ça, c'est pas possible. Eux sont des théoriciens, veulent arriver à... Hein? Tandis que nous, c'est ça. C'est une lutte profonde, quotidienne, mais... voilà. Exactement. Et c'est là vraiment la mésentente. Ça, je crois que... Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est là. Quand je travaillais avec mon mari, comme je disais tout à l'heure, je ne pouvais pas discuter de ce qui se passait dans l'usine parce que lui, il ne cherchait pas à comprendre ou alors il ne voulait pas savoir ce qui s'était passé. Ou, tu vois, il avait sa place, moi j'avais la mienne. On arrivait chez nous, moi je faisais mon travail, lui aussi, mais jamais on discutait. Tandis qu'ici, tu vois, j'ai changé de travail. Je trouve que c'est formidable parce que je discute avec lui. Il me dit même, oh là là, mais t'as drôlement changé, tu parles maintenant. C'est vrai, j'ose dire n'importe quoi, enfin ce que je pense vraiment, tandis qu'avant, c'était pas pareil, quoi. Tandis que maintenant, tout a changé. Hein. Puis lui, il trouve que c'est bien. Puis on est bien l'un et l'autre, c'est formidable, nous deux. Michel et moi. On pourrait croire que tu as des idées de révolutionnaire, quoi. Oh, hein? Non, un petit peu, pas un petit peu. Non, mais si. je vois ce qui est juste et Oui. puis ce qui était avant pour moi. Voilà, maintenant tu fais la différence. Oui, quand j'étais tu vois, avec toi avant au travail. Voilà, tu vois qu'il y a l'exploiteur, puis l'exploité, puis tu fais partie de ceux-là, mais vraiment poussé à l'extrême, puis que vous vous révoltez un petit peu contre ce système, puis c'est tout à fait logique. Là, moi je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que ça a changé parce que... On était déjà Je te dis, on était dans notre entreprise tous les deux, on ne pouvait pas discuter de mon travail, puisque on n'avait pas de discussion tous les deux comme ça, tandis que maintenant, je peux lui dire ce que j'ai fait, ce qui s'est passé. Tu n'as pas de courage de parler? Oh là là, oui, beaucoup plus de courage, puis lui, il le reconnaît. Hein, c'est vrai, Minette. Ah oui, moi je peux dire que depuis qu'elle a fait le conflit, elle s'est levée tous les matins comme si elle allait travailler. Ça, alors là, oui, ça tu fais bien de le rappeler. Personnellement, moi je crois que je le ferai, je me lèverai à 9h. Non, mais alors là, tous les matins, 6h moins le quart, elle est levée exactement comme si elle allait travailler avec moi. Elle ne pose plus affirmer ce que tu penses, non, depuis que... Ah oui, parce qu'elle s'est jamais gênée pour me dire ce qu'elle pensait, mais alors maintenant encore moins qu'avant. Ah oui, oh là là. Oh, si. Elle a raison, hein. Oui. Si, maintenant, je prends la liberté de dire vraiment ce que je pense, je trouve que c'est... Et c'est normal. Moi, je pense, c'est vrai ce qu'il dit. Je trouve que j'ai changé, je trouve... j'ai pas de difficulté de discuter avec n'importe qui, enfin, je me comprends entre nous comme ça. Tandis qu'avant, c'est vrai, je n'osais pas... moi, je trouve que c'est bien. Si, elle a pris conscience de ce qu'était la défense de leurs droits, puis c'est bien, moi j'approuve. Ce sera long, c'est tout. C'est ma conclusion. Hein. Mais tu vois, hein, moi j'étais plus jeune que toi, mais j'ai pas eu un meilleur mari que toi. Non, en effet. Oh. Toi, t'en as encore vu plus. Moi, j'en ai encore plus vu que toi, oui, parce que j'ai eu les coups. Moi aussi. Ouais. Et toi, dans ton temps, vous étiez moins combatif que nous. Non, c'est-à-dire qu'avec les petits-enfants qu'on avait, que j'avais,
Je disais, qu'est-ce que je vais devenir? Avec des petits-enfants, il faut tout de même les élever, et après, il n'y a pas, hein, il faut que je sois là pour eux. Alors je restais, j'étais malheureuse, j'étais battue, mais je restais. Et puis c'était un tort, parce que je ramassais d'autres enfants, et puis c'était toujours finir commence, voilà. Moi c'était tout autre chose, c'était vraiment... plus comment le nom, mais en plus, bon ben, il fallait quand même, je pensais qu'il fallait quand même faire des concessions, il fallait que je passe outre à des tas de choses, que en plus vis-à-vis des gosses, j'avais une gosse, vis-à-vis des gosses, on ne doit quand même pas divorcer comme ça, enfin se séparer pour un oui pour un non, parce que ça perturbe l'enfant, et puis on doit... Enfin, le foyer, quoi, le foyer, pour moi, ça représentait quelque chose, le foyer. Je me voyais pas du tout avoir ma gosse sans le père, quoi. Pourquoi qu'il faut que ce soit moi qui te fasse ses caprices, mais pas ton père? Ça que j'ai jamais compris. T'es beaucoup plus conciliante avec lui qu'avec moi, quoi. Mais c'est pas pareil, hein. Pourquoi c'est pas pareil? Mais le papa, il doit autant faire de choses pour sa fille que la mère. Ben oui, mais moi j'ai été habituée depuis longtemps à plus le voir toujours vers moi, tandis que toi... Mais est-ce que tu trouves que c'est normal, justement, que le père n'a pas besoin de temps de s'occuper de l'enfant que la mère? Je me suis retournée une seule fois. Il est en train de faire des galoches que je mettais à mes gosses parce qu'ils n'avaient pas le moyen de leur acheter des souliers de fer. Puis on mettait du cuir sous les galoches pour que ça dure plus longtemps. Alors, il est en train, et puis il m'avait battu. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui me menaçait, puis tout, la colère m'a pris. J'ai pris la boîte de clous, puis je l'ai lancée en pleine figure. C'est la seule fois que je me suis retournée. Il ne m'a rien dit. Il était estomaqué, il a été suffoqué. Et puis il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Avec mon mari, j'ai beaucoup souffert. Quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai souffert d'être toute seule parce que c'est pas la vie non plus d'élever ses enfants tout seul. Mais c'est là que j'ai vu le plus combien les hommes étaient vicieux contre les femmes qui vivaient toutes seules. Ça, je l'ai vu au travail, principalement. Parce qu'une femme toute seule, on sait déjà qu'il n'y a personne derrière elle. Alors on essaie par des moyens plus ou moins détournés, plus ou moins louches, qu'elle tombe dans son escarcelle. Alors là, on lui donnera un bon poste, on lui fera avoir une classification, ou on lui fera faire quelque chose. Dans mon secteur, je travaillais avec des hommes. Rien que des hommes. Il n'y a pas longtemps qu'il y a une femme qui est avec moi, c'était rien que des hommes. Et les régleurs, c'était des hommes jeunes. J'aimais bien, je les aimais bien, parce ils n'ont pas la mentalité déjà des vieux, des gentils. Puis il y en avait un, enfin c'était un de mes chefs. Je l'aimais mieux, celui-là. Malgré que c'était mon chef, malgré que je n'aime pas les cadres, malgré... J'ai une adversité encore en plus pour eux. Oui, c'est établi quelque chose entre nous qui fait qu'on s'aimait bien. C'est pas venu comme ça parce que on voulait flirter, parce qu'on voulait... Je sais pas moi, par désir. Non, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait parce que cet homme-là, il a prêté attention à mes problèmes. Tout doucement, sensiblement. Par exemple, le lundi, j'arrivais, il me disait bonjour, comme il disait bonjour aux autres, mais il me demandait toujours à moi, parce qu'il savait que j'étais toute seule, c'est vrai, dans la vie, il le savait. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Je disais toujours, j'ai rien fait, je sortais jamais. Vous avez gardé vos petits-enfants. Oui, ça c'est venu comme ça. Puis on sentait qu'il avait quand même un certain... Il n'aimait pas que je dise toujours que je ne sortais jamais. On aurait dit en gros que ça lui faisait mal au cœur, c'était mieux. Mais par la suite, ça s'est développé ça, et finalement, oui, je l'ai beaucoup aimé, cet homme-là, je l'aime encore beaucoup. Mais, dans le conflit, c'est un cadre, et je le déteste, parce qu'il ne se bat pas, parce qu'il reste tranquille chez lui avec les centaines et les centaines de mille francs de paye qu'il a. Et je voudrais pouvoir dissocier les deux. L'homme que j'aime, que je connais, qui est gentil, qui est prévenant, c'est un homme pour moi, là.
Hein, il a des conversations bien, et alors, quand on le voit de l'autre côté, c'est... Je le déteste, je ne peux pas dire un autre mot. Ah ben voilà, ça vient, tu vois. Mais non, mais je peux plus rien, mais je sais pas. Bon, mais moi je l'ai fait. Vous pourrez vous l'installer, hein. Vous êtes vraiment oublié. Les rejetés, les marginaux, les marginaux, les marginaux, les Bon anniversaire. La vie entière, toi de très légère. Ça fait bien. Sans cœur. Ben voilà. C'est bête, hein? Voilà Fatima qui pleure parce qu'on lui dit quelque chose de bien. Alors, mais oui, ok. Allez, je mets le doigt là, tu sais que ça commence là. Vas-y. Alors, vas-y, deux. Oh, merci. Lève-toi, ça descend mieux. Allez, 1, 2, 3. Bien soufflé la petite. Ah bon, c'est vrai? Ah non, Ah oui, la chanteuse. Allez, tu démarres. Et tu mets du sentiment, hein? Non, mais nous avons une société chic ce soir, il faut. Allez, ça y est. Chanteuse des boîtiers. Allez, on y va. Oui. Dis, monsieur, une cigarette, une biche, pas d'engage en rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es pas bête, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ce serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, t'en devines pas la cause. Ce que je te demande, une pipe, un mégot. Non, pas d'anglaise ni de boudorée. C'est ta balade, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est sacre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche, de sang d'amour et de dégoût dans la bouche. Tu fumes pas, bah t'en as de la chance. C'est que la vie pour toi c'est du velours. Le tabac c'est le baume de la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Dis docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous le jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable nous fait des bougies, et les hommes avec leur amour.